On va pouvoir commencer. Merci de votre présentation. Baptiste de Vitesse à Strasbourg va nous présenter son parcours, ses travaux et son domaine de recherche. Voilà, du coup, tout d'abord, merci à Célia et Laurette de m'avoir invité pour promouvoir cette série de séminaires associés à la recherche. Et merci à vous d'être présents. Comme le titre indique, je vais vous parler d'une chose qui est un petit peu énigmatique, qui s'appelle les tremblements de terre silencieux. Je vais tout d'abord commencer par vous présenter mon parcours. On m'a demandé de présenter mon parcours. Donc, comme la plupart d'entre vous, je pense, j'ai fait une classe préparatoire BCPST il y a déjà quelques années, presque 15 ans. Et puis en fin de classe préparatoire, donc moi j'avais aussi candidaté aux différents concours, dont G2E à l'époque, et j'avais été pris à l'EOST à Strasbourg, j'avais un peu hésité. Mais finalement j'avais été aussi pris sur dossier à l'école normale à Paris, et puis j'avais un petit penchant à l'époque déjà pour le monde de la recherche. Et du coup j'ai décidé de partir à Paris. Du coup, à l'ENS, bon, c'est une formation qui est très axée recherche parce que la formation est vraiment dans le laboratoire, donc on a un contact régulier avec les chercheurs et on a aussi beaucoup de stages et des stages uniquement dans le monde de la recherche. On n'a pas vraiment de stages associés au monde de l'industrie. Donc tout le monde de l'industrie, c'est un milieu que je ne connais pas vraiment, on va dire. Et donc, à l'ENS, en fait, pendant l'année de M1, on a un stage de recherche de 6 mois qui va forcément être à l'étranger. Donc, je suis parti à Caltech, c'est un laboratoire en Californie. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de poursuivre ce stage pendant encore plusieurs autres mois. Et donc, j'ai réalisé une année de césure entre mes années de M1 et de M2, et je l'ai indiqué ici parce que c'était une année qui était assez importante pour moi dans mon parcours, où j'ai pu faire un stage de recherche très long et j'ai pu finalement confirmer l'idée que j'avais vraiment envie de faire de la recherche, enfin, en tout cas de faire une thèse par la suite. Donc voilà, pour vous dire que si vous, des fois, vous avez l'opportunité de faire des stages ou des expériences par-ci par-là, n'hésitez pas à y aller pour tester différentes choses, surtout si vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez faire. Et donc ensuite, je suis revenu en France et j'ai fait mon Master 2 à Grenoble. Donc en fait, à l'époque, le Master 2 n'était pas à l'école normale, donc la plupart des gens allaient en général à l'IPGP à Paris. Mais en fait, en réalité, on pouvait aller dans tous les masters de France où on voulait. Et moi, j'ai choisi Grenoble, en particulier pour la spécialité en sismologie. Donc j'ai fait cette année à Grenoble, et puis j'ai poursuivi à Grenoble en thèse de doctorat, où j'ai fait donc une thèse sur les glissements lents, où j'ai été encadré principalement par Cécile Lasserre. Et suite à cette thèse que j'ai défendue en 2016, j'ai réalisé un post-doctorat. Donc c'est classique dans le parcours pour devenir chercheur. Et suite à une thèse, on doit réaliser quelques années de post-doctorat avant de pouvoir soit devenir maître de conférence ou chercheur. Et donc en ce qui me concerne, j'ai réalisé 4 années de post-doctorat à l'Université de Californie à Berkeley. Donc je suis retourné aux États-Unis pendant 4 ans. Et c'est en fait la Californie, quand on étudie les séismes, c'est une zone particulièrement importante parce qu'il y a la faille de San Andreas, et donc il y a beaucoup de chercheurs qui s'intéressent aux tremblements de terre, et donc c'est un milieu très stimulant, et c'est pour ça que je suis retourné là-bas, et ce qui m'a permis de nouer des contacts et de créer un réseau un peu international. Et donc pendant ces années de post-doctorat, j'étais conforté dans l'idée que je voulais devenir chercheur, donc j'ai candidaté à différents concours pour devenir soit maître de conf, soit chercheur. Et en 2021,
Donc j'ai obtenu le concours du CNRS et j'ai donc été rattaché à l'Institut Terre et Environnement de Strasbourg. Et donc en fait, j'ai commencé cette année, en février, donc c'est tout récent. Voilà, et donc je vais vous parler un petit peu de mes travaux de recherche au cours de ces différentes années, donc surtout en thèse et en postdoctorat, et puis essayer de vous présenter un petit peu aussi ce qu'est le quotidien du métier de chercheur. Donc en gros, je vais vous parler de ces séismes silencieux, et il y aura 4 points dans ma présentation. Donc tout d'abord, le concept de ce qu'on appelle le cycle sismique. Ensuite, je vais vous parler donc, des observations de ces glissements lents, un peu plus de la dynamique de ces ruptures lentes et quelques propriétés génériques. Donc tout d'abord, je vais commencer par cette carte que vous avez probablement déjà vue, qui est une carte qui représente les séismes sur l'ensemble du globe. Donc ici, de l'année 2000 à 2008, et tous les séismes de magnitude supérieure à 5 sont représentés. Et donc, qu'est-ce qu'on remarque au premier regard quand on regarde cette carte? On voit tout d'abord que les séismes sont très localisés. Ils n'ont pas lieu de partout sur la planète, et ils ont lieu sur des sortes de linéations. Et on voit en particulier qu'ils ont lieu ici au milieu de l'océan Atlantique, ou encore ici au milieu de l'océan Pacifique, mais aussi pourtour des océans, comme par exemple ici tout le long de la ceinture de feu. Et donc une autre observation importante est que quand on regarde la profondeur, on voit que par exemple au milieu des océans, tous les points sont en rouge. Ça veut dire que les séismes ont lieu à des profondeurs relativement faibles, entre 0 et 50 km. Par contre, quand on regarde pourtour des océans, donc au niveau de ce qu'on appelle les zones de subduction, on a des séismes qui peuvent être beaucoup plus profonds, jusqu'à des profondeurs de l'ordre de 700 km. Et donc, en fait, ces dispositions de séisme, donc je les ai représentées ici sur cette carte, ils délimitent ce qu'on appelle les plaques tectoniques. Donc il y a une découverte relativement récente qui s'est confortée durant les années 1970, où en fait la Terre est découpée en plaques tectoniques, donc qui sont rigides et qui sont délimitées, donc comme vous pouvez le voir, par des séismes au pourtour de chacune de ces plaques. Donc, avec différentes observations, en particulier des observations d'anomalies magnétiques au niveau des océans, mais aussi des grands séismes, et aussi des observations d'enregistrement GPS à la surface de la Terre, on est capable de connaître le mouvement de ces plaques, c'est-à-dire comment elles se déplacent les unes par rapport aux autres. Et ici, c'est une représentation donc, de 2010, où sont représentés les mouvements de ces plaques par rapport aux points chauds. Donc vous connaissez les points chauds, et ici c'est la référence, donc ils sont considérés comme fixes. Et on regarde comment ces plaques bougent par rapport aux points chauds. Et donc plusieurs choses importantes. Donc on voit qu'elles bougent dans des directions totalement différentes, mais qu'une plaque, la totalité d'une plaque bouge globalement dans la même direction. Et quand on regarde à la limite entre deux plaques, on voit qu'il y a différents phénomènes. Donc, par exemple, ici, on a la grande plaque Pacifique, et si on regarde la plaque Nazca, elle se déplace dans le sens opposé, et donc, à la limite entre ces deux plaques, on est en extension. Donc, on est au milieu d'un océan, et les deux plaques se déplacent dans le sens opposé. Par contre, si on regarde la plaque Nazca ici et la plaque Sud-Amérique, on voit qu'elles vont l'une vers l'autre, et dans ce cas-là, on est en convergence. Donc elles vont, entre guillemets, se rentrer l'une dans l'autre, et c'est là qu'on va avoir une zone de subduction. Donc toutes ces choses-là, c'est des choses que vous connaissez probablement déjà. Et en plus, on peut avoir aussi entre deux plaques un décrochement. Donc
c'est quand le mouvement entre deux plaques est horizontal. Et ça, c'est principalement au niveau des failles continentales, qui sont des failles décrochantes. Donc ces plaques sont en mouvement les unes par rapport aux autres, en extension ou en convergence, et avec en fait des réseaux de GPS en particulier qui sont maintenant très denses à la surface de la planète. On peut savoir à la limite de ces plaques quel est le taux de déformation, c'est-à-dire à la limite entre deux plaques, par exemple entre l'Inde et l'Himalaya, on est capable de savoir de combien ça se raccourcit au cours du temps. Et ça, c'est ce qui est représenté ici sur cette carte, donc avec une mesure de ce qu'on appelle le taux de déformation. Donc c'est finalement de combien un point se rapproche par rapport à un autre ou s'éloigne au cours du temps. Et on voit donc que les taux de déformation ils sont très élevés encore au niveau de ces limites de plaques. Donc au pourtour de toutes les plaques, et on voit aussi par exemple les grandes failles décrochantes ici au niveau du Tibet qui ont aussi des taux de déformation très élevés. Alors si on rassemble les deux informations que je viens de vous présenter, à savoir qu'au niveau des limites de plaques il y a des taux de déformation élevés. Ces taux de déformation, en fait, c'est-à-dire qu'il y a une plaque, par exemple, qui rentre en contact avec l'autre, ça veut dire qu'il y a une accumulation d'énergie au cours du temps. Et en parallèle, on voit qu'il y a une très bonne corrélation spatiale avec les séismes qui ont lieu aux mêmes endroits que ces accumulations d'énergie importantes. Et les séismes, eux, quel est leur rôle? Leur rôle est de libérer l'énergie qui a été accumulée. Donc au niveau d'une subduction ou d'une faille décrochante, on a de l'énergie qui s'accumule au cours du temps, et quand il y a un seuil qui est atteint, l'énergie va être relâchée par un grand glissement très rapide qui dure quelques secondes et qui va générer des ondes, ce qui cause les vibrations des tremblements de terre, qui va donc libérer une grande partie de l'énergie qui a été accumulée pendant une grande période de temps. Et donc, avec ces deux informations, a été défini le concept relativement simple du cycle sismique, qui est composé principalement de deux phases. Donc ici, je le représente au niveau d'une zone de subduction, où on a une plaque ici qui vient plonger sous la deuxième plaque. Donc ici sont représentées les croûtes rigides de ces deux plaques. Et la zone sismogénique, ici, elle est bloquée. Donc pendant la phase intersismique, qui peut durer une dizaine à une centaine d'années, on va avoir une accumulation d'énergie à ce niveau-là. Et quand on atteint un seuil, la plaque du dessus va bouger dans l'autre sens. Donc elle va bouger ici vers les océans, avec un glissement très rapide au niveau de l'interface, et c'est ce qu'on appelle un tremblement de terre. Et donc on est capable de les mesurer parce qu'ils génèrent des ondes sismiques, et donc avec les sismomètres positionnés partout sur la Terre, on peut mesurer la localisation de ces tremblements de terre. Et par ailleurs, si on a un instrument qui mesure le déplacement, comme un GPS qui est positionné ici sur la plaque supérieure, on est capable de mesurer ces cycles au cours du temps, donc ce qui est représenté ici, donc de chargement d'énergie élastique et de relâchement très brutal pendant quelques secondes de l'énergie accumulée lors d'un tremblement de terre. Alors, du coup, ce concept de cycle sismique est défini depuis qu'on mesure les séismes sur la Terre, et en particulier après les années 50, où on avait déjà des enregistrements relativement denses de ces tremblements de terre. Et donc ici, je représente tous les grands tremblements de terre qui ont eu lieu au niveau du Mexique. Donc il y a une zone de subduction qui est très active, et on peut voir que le long de cette subduction, presque toute la zone a rompu historiquement par des gros séismes, sauf cette zone ici en rouge. Et donc, les sismologues, dans les années 70, se disaient et bien, si cette zone n'a pas rompu encore par un séisme, c'est que le risque
qu'il y ait un gros séisme dans le futur, il est très important. Donc, cette zone, elle était appelée lacune sismique de Guerrero, qui a été très étudiée, parce qu'un gros séisme ici aurait fait des dégâts conséquents au niveau de la capitale, à Mexico City. Et donc, dans les années 60 et 70, les gens étudiaient en détail ces lacunes sismiques pour savoir quelles seraient les conséquences d'un gros séisme dans ces zones-là. Cependant, avec l'avènement des GPS qui enregistrent en continu au cours du temps le déplacement à plusieurs endroits à la surface de la Terre, il y a un petit souci ici sur ce graphique qui ne s'affiche pas tout à fait correctement, mais en fait, on est capable de se rendre compte que sur les zones de subduction, il y a des zones qui sont bloquées, donc au cours du temps, pendant la phase intersismique, et il y a des zones qui ne sont pas bloquées, donc qui glissent en fait lentement, sans générer de séisme. Et donc, au niveau de ces zones-là, on parle de glissement asismique. Donc c'est des glissements lents, qui est en général à la vitesse de convergence. Et donc ça, on est capable maintenant de cartographier au niveau des zones de subduction les zones qui sont à fort couplage, donc où les deux plaques sont couplées, on parle d'aspérité sismique, et les zones qui glissent doucement. Et je représente ici, sur la figure de droite, est représentée cette cartographie du couplage au niveau de la subduction du Japon, où on voit qu'il y a deux zones qui sont très couplées, ici et ici, et est représentée en noir, ici, les contours du séisme, du gros séisme du gros séisme de 2011, qui a eu lieu, et vous pouvez voir qu'il a rompu ici exactement cette aspérité sismique qui était complètement bloquée avant. Et donc on peut voir que par exemple ici, le risque d'avoir un gros séisme, il est plus modéré parce que la zone n'est pas complètement couplée comme elle est à ces deux niveaux-là. Et ça, c'est une observation qui a été permise par les GPS qui enregistrent en continu le déplacement à la surface des zones de subduction, qui n'était pas possible quand on avait uniquement des enregistrements de sismicité. Alors, si on revient à la subduction du Mexique, avec une étude qu'on a faite en 2016, ici, c'était la zone dont je vous parlais, où historiquement, il n'y a pas eu de gros tremblements de terre au niveau de cette lacune sismique de Guerrero. Et quand on calcule, grâce aux enregistrements GPS, cette carte de couplage, on voit ici qu'au niveau de cette zone-là, les valeurs de couplage sont très faibles. Et ça veut dire qu'en fait, au cours du temps, ça glisse doucement. Et donc, il y a peu d'énergie qui est accumulée. Donc, en fait, le risque d'avoir un gros séisme dans cette zone-là, il est relativement modéré par rapport à cette zone ici, au pourtour, où il y a déjà eu des gros séismes dans le passé. Donc, ces observations plus récentes de GPS en continu permettent de voir qu'au niveau des zones de subduction, il y a des zones où le risque sismique est très élevé et d'autres où il est plus modéré. Et une autre façon de se rendre compte en fait, de ce glissement asismique au cours du temps est de regarder à l'échelle globale l'énergie qui est accumulée. Donc ça, c'est une carte qui est similaire à celle que je vous avais montrée précédemment du taux de déformation. Donc ici, on parle du taux d'accumulation de moment, mais c'est une métrique qui montre combien d'énergie est accumulée au cours du temps. Et sur la figure du bas, c'est l'énergie qui est relâchée pendant les 100 dernières années par les séismes. Et ce que vous pouvez voir, c'est que, en fait, entre les deux, entre l'énergie qui est accumulée ici et l'énergie qui est relâchée, il y a l'énergie qui est relâchée ici, il y a environ un ordre de grandeur de différence. Et en fait, ça montre que chaque année, il y a environ une énergie équivalente à un séisme de magnitude 8 qui est relâché, mais de manière asismique, c'est-à-dire en glissant lentement, sans générer d'ondes sismiques destructrices.
Avec les enregistrements GPS en continu, donc là c'est un exemple d'une série temporelle GPS qui a été enregistrée au début des années, à la fin des années même 90 et au début des années 2000, on peut voir qu'il y a ces événements transitoires. Donc ici il y en a un, et en fait il dure environ une centaine de jours. Et donc cela montre qu'à ces niveaux-là, au niveau de ces événements transitoires, il y a de l'énergie qui est accumulée, mais qui va être relâchée de manière transitoire, non pas pendant quelques secondes, comme c'est le cas lors d'un gros séisme dévastateur, mais ici, ce sera durant une centaine de jours. Donc ça va relâcher de l'énergie, mais de manière asismique pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois. Et c'est pour ce type d'événement qu'on parle de tremblement de terre silencieux. Ça vient à l'origine de l'anglais où les anglophones ont décrit ces phénomènes comme des silent earthquakes, donc ce qui est traduit en français en tremblement de terre silencieux parce qu'il relâche de l'énergie mais d'une manière très lente et donc sans générer de vibrations à la surface du sol, et donc ils sont silencieux au terme où ils ne sont pas ressentis ni par les sismomètres ni par les êtres humains. Il faut des enregistrements de position, donc de GPS, pour voir ces événements-là. Et on peut voir sur la série temporelle du bas qu'il y a un cycle, ici aussi, d'événements transitoires. Donc là, c'est dans le cadre de la subduction des cascades aux États-Unis, et il y a environ un glissement lent tous les 9 mois qui vient relâcher une partie de l'énergie qui a été accumulée. Alors, pourquoi c'est très important d'étudier ces glissements lents en détail? Tout d'abord, il y a une motivation scientifique, plus théorique, pour comprendre un petit peu quels sont les processus de glissement au niveau des grandes failles, comme vous avez pu le comprendre, qui peuvent être très rapides lors de séismes ou alors plus lents lors de ces glissements lents transitoires. Mais il y a aussi une motivation sociétale, et en particulier pour comprendre quelle est l'influence de ces glissements transitoires sur le déclenchement des gros séismes. Parce que dans la dernière décennie, on s'est rendu compte qu'avant des gros séismes dévastateurs qui font des dégâts, il y a ces glissements lents qui se mettent en place, parfois quelques jours, voire quelques mois avant certains gros séismes. Et ces glissements lents ont été observés dans les 10 dernières années précédant environ 4 à 5 gros séismes qui ont fait beaucoup de dégâts. Et cette carte, c'est un exemple d'un séisme lent en 2014, donc qui est représenté ici en vert, et qui a précédé l'initiation de ce séisme de magnitude 7,3 qui a généré beaucoup de dégâts au Mexique. Donc une des raisons très importantes, c'est évidemment de mieux comprendre le risque sismique en étudiant ces glissements lents transitoires. Donc, pour essayer de résumer un petit peu tout ce que je viens de vous dire, j'ai fait ce schéma d'une faille ici qui est une faille décrochante, parce que c'est un petit peu plus simple à comprendre. Et donc, si on essaie de comprendre quelle est la dynamique de glissement au cours du temps sur cette faille décrochante, donc ici en blanc, on a la partie superficielle dans la croûte terrestre, donc on va dire les 20 à 30 premiers kilomètres, qui est bloquée, enfin qui est donc la partie fragile de la croûte terrestre. En dessous, c'est plus ductile et ça bouge de manière continue. Et donc, si on positionne 2 GPS de part et d'autre de cette faille, il y a plusieurs cas qui sont possibles. Dans ce cas-là, on voit qu'il n'y a pas de déplacement au cours du temps, alors que la faille est bien présente. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça ne bouge pas sur la faille, et donc il y a une aspérité sismique, de l'énergie est accumulée, et elle va pouvoir générer un gros tremblement de terre dans le futur. Un autre cas, c'est une zone où il y a du glissement asismique au cours du temps. Et donc, si on regarde le déplacement entre ces 2 GPS, ça bouge, mais lentement au cours du temps. Donc, il y a un déplacement linéaire au cours du temps, comme ça. Et avec les enregistrements GPS, donc qui sont très précis au cours du temps,
où on a une position très précise de l'ordre du millimètre de manière journalière, on se rend compte que ces glissements asismiques, ils ne sont pas linéaires au cours du temps, et donc on a ces tremblements de terre silencieux qui viennent relâcher une partie de l'énergie accumulée, mais de manière transitoire, donc avec des événements transitoires. On a donc une dynamique de glissement sur ces failles qui est relativement complexe, avec des aspérités sismiques qui peuvent rompre par des gros séismes, et aussi des événements de glissement transitoire. Et parfois, quand un glissement lent a lieu à proximité d'une aspérité sismique, et qu'il se propage en direction de cette aspérité sismique, il peut générer un gros tremblement de terre, et donc c'est important de mieux comprendre les interactions entre ces glissements lents et les aspérités sismiques afin de mieux caractériser l'aléa sismique sur les failles. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on observe ces glissements lents, quels sont les instruments qui permettent de les observer. Donc les toutes premières mesures ont eu lieu sur des bâtiments, et en particulier des murs. Donc ici, c'est un mur qui traverse la faille nord-anatolienne en Turquie. Et en fait, des sismologues se sont rendus compte que le mur qui était droit, qui a été construit droit auparavant, donc qui devait se poursuivre dans cette direction, il a été décalé par la faille. Il a bougé au cours du temps. Il y a eu plusieurs fractures, petites fractures au niveau du mur, mais surtout, il s'est déplacé de part et d'autre de la faille. Donc ça a permis de faire une première mesure dans les années 60 du déplacement associé à cette faille en Turquie. Ensuite, pour avoir des mesures plus précises, on a installé des instruments, donc ce type d'instrument qui s'appelle des creep meters. Le creep, en anglais, ça veut dire en gros le glissement sur la faille. Et en fait, ce type d'instrument, il mesure la distance entre deux points qui sont de part et d'autre de la faille. Donc vous voyez que si vous installez un instrument comme ça et qu'elle se déplace, la faille se déplace au cours du temps, il va y avoir une élongation de cette distance-là qui peut être mesurée. Et là, c'est un exemple en pratique d'un de ces instruments qui est installé au niveau d'une faille à Taïwan. Et donc là, je vous montre un enregistrement à nouveau au niveau de la faille nord-anatolienne dans les années 1980. Donc ici, c'est le déplacement cumulé donc, de part et d'autre de la faille. Les histogrammes en bas représentent le déplacement pour chaque mois. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'en moyenne, il y a une vitesse donc, au long terme qui est de l'ordre de 7 mm par an. Mais surtout, on voit que ce déplacement, il n'est pas continu au cours du temps, mais il est saccadé, donc par des petits glissements qui vont durer ici environ un mois à chaque épisode de glissement. Donc, en plus de ces mesures qui sont pas toujours très précises et qui mesurent ce qui se passe uniquement très proche de la faille, il y a des nouveaux instruments qui sont développés et qui continuent d'être développés à l'heure actuelle. Et en particulier, on a des inclinomètres. Et donc ça permet de mesurer l'inclinaison. Donc c'est la dérivée de la déformation par rapport à la verticale. Et une des manières de mesurer cette inclinaison, c'est d'installer ici deux pots qui sont remplis d'eau. Il y en a un ici et un à l'autre bout du tunnel. Et en fait, si le sol s'incline, le niveau d'eau dans chaque pot va évoluer, comme c'est communicant. Et avec les mesures précises du niveau d'eau dans chacun des deux pots, on va être capable de mesurer l'inclinaison du sol au cours du temps. Et cette inclinaison, pour certains glissements lents, il va y avoir un signal d'inclinaison. Donc là, c'est un exemple pour un glissement lent qui a lieu au Japon. Donc ici est représenté sur la carte le glissement associé même à deux glissements lents différents en 2007 et en 2011. Et ici, on a un enregistrement, donc un glissement lent qui est plus récent mais qui a lieu exactement au même endroit.
Et on voit ici l'inclinaison au cours du temps, et on voit cette inclinaison qui varie. Et c'est une mesure très précise parce que c'est sensible à la propagation des glissements latéralement. Et on voit ici que ce glissement-là, il a été enregistré par ces inclinomètres, mais aussi par d'autres mesures, dont des GPS. Donc on a ces mesures qui sont à terre, donc comme les creepmeters, les inclinomètres, qui permettent d'enregistrer ces glissements lents. Mais il y a aussi les mesures satellitaires, et donc la première, dont je vous ai déjà un peu parlé, c'est les enregistrements GPS. Donc les GPS, en fait, c'est quoi? C'est les mêmes que vous avez dans vos téléphones, sauf qu'on les installe ici sur des mâts comme ça, avec une antenne GPS très précise, et on fait des enregistrements à haute fréquence qu'on va ensuite analyser pour avoir une position par jour, et une position très précise, comme je vous disais, de l'ordre de millimètres près. Donc on est capable de savoir chaque jour de combien le sol s'est déplacé avec une précision millimétrique. Et ici, on avait mesuré le déplacement dans les Alpes pour savoir combien les Alpes se déplacent en particulier verticalement au cours du temps. Donc en général, il y a des endroits où il y a des stations qui sont là de manière permanente, donc qui enregistrent vraiment au cours du temps la position. Et là, c'est ce qu'on appelle des mesures de campagne. Donc on y va 1 à 2 fois par an pour répéter les mesures, et on a finalement quelques mesures par an, ce qui permet d'avoir des vitesses sur plusieurs années. Et donc ces mesures GPS, c'est celles qui sont le plus utilisées pour analyser ces glissements lents transitoires. Donc je vous remontre ici cette figure d'un glissement lent au niveau qui est en fait le premier glissement lent qui a été observé par GPS au début des années 2000, ce qui est relativement récent. Et donc ici sur cette carte, on peut représenter en fait en rouge le saut ici qui représente le déplacement associé à ce glissement lent. Et vous pouvez voir qu'il a été enregistré à tout un réseau de stations. Donc toutes les flèches en rouge indiquent le déplacement associé à ce glissement lent, et les flèches en noir indiquent cette pente ici en noir qui est le chargement d'énergie élastique. Vous pouvez voir que pendant la période inter-glissement lent, ici la côte des cascades se déplace vers l'est, donc l'énergie est vraiment accumulée. Et pendant le glissement transitoire, de l'énergie est relâchée, donc tout va se déplacer dans l'autre sens, dans le sens opposé. Donc voilà pour les observations GPS. Et en plus de ces observations de GPS, on a d'autres mesures satellitaires qui sont des mesures INSAR, donc qui veut dire Interferometric Synthetic Aperture Radar. Et en fait, c'est des mesures radar. Donc on a un satellite ici qui est un satellite de l'Agence spatiale européenne qui va envoyer des pulses radar qui vont balayer le sol, et le suivant va arriver, il va faire la même mesure du sol à quelques jours d'écart, et en faisant la différence entre la mesure qui a été faite à un temps donné et puis quelques jours après, en regardant dans ce cas-là la différence de phase entre les deux enregistrements, on est capable de retrouver la déformation du sol sur toute une zone donnée. Donc l'avantage ici, c'est que on ne va pas faire des mesures ponctuelles comme pour le GPS, ça va être des mesures de déformation sur la totalité du sol. Un des inconvénients, c'est que la précision est beaucoup moins bonne, parce que ces mesures, elles sont sensibles, entre autres, au passage des ondes dans l'atmosphère. Donc c'est des signaux qui vont être plus compliqués à corriger, et aussi aux phénomènes, par exemple, de végétation et aux propriétés du sol qui peuvent perturber un peu le signal. Donc là, on va plutôt être capable de mesurer des déplacements en surface qui sont de l'ordre du centimètre par rapport au millimètre pour le GPS. Et je montre ici un exemple d'une étude encore sur la faille nord-anatolienne en Turquie, où on a utilisé ces mesures d'INSAR pour caractériser un glissement lent transitoire.
Donc on obtient ce type de carte qu'on appelle des interférogrammes. Et on voit ici qu'au niveau de la faille, il y a un saut de phase. Et donc ça indique qu'il y a eu un déplacement sur la faille. Et on peut voir ici que le glissement lent a eu lieu pendant une période qui dure à peu près 1 mois, en 2013, au niveau de la faille nord-anatolienne. Donc voilà pour l'ensemble des observations qui permettent d'enregistrer les déplacements à la surface associés à ces glissements lents transitoires. Et en plus des déplacements, ces glissements lents ou ces tremblements de terre silencieux, ils émettent des petits signaux sismiques, mais qui ne sont pas des tremblements de terre, qui sont en fait ce qu'on appelle des trémors tectoniques. Donc c'est des signaux qui sont bien connus des volcanologues et qui ont été détectés au niveau des zones de subduction à peu près au même moment que les premières observations de GPS des glissements lents, donc au début des années 2000. Et en fait, c'est des signaux comme ça qui durent quelques minutes, mais par rapport à un signal de tremblement de terre, on n'est pas capable de voir clairement les arrivées des différentes ondes, donc P et S, qui sont très classiques pour les tremblements de terre. Et donc on les voit, ils ont par exemple un contenu fréquentiel assez particulier, entre 1 et 10 Hz, donc ils ont des caractéristiques particulières, et on est capable de les localiser. Donc en général à des profondeurs d'environ 30 km sur les zones de subduction. Donc on voit ici, c'est tous les petits points jaunes au niveau de la subduction du Japon. Et si on regarde au cours du temps, quand est-ce que ces événements ont lieu, ils ont lieu aussi de manière épisodique, donc c'est pas continu au cours du temps, mais il y a des pulses de ces trémors qui en général sont très bien corrélés temporellement avec les observations de GPS. Donc en gros, pendant ces glissements lents, on a à la fois la mesure de la déformation du sol et des enregistrements sismiques associés à ces petits signaux, mais qui en fait représentent une partie négligeable de l'énergie qui va être relâchée. Donc l'énergie elle est relâchée de manière asismique, mais il y a quand même ces petits signaux qui nous donnent une indication temporelle de quand les glissements ont lieu. Et si on regarde encore plus en détail ce qui se passe pendant un trémor, en fait, on voit que si on zoome à l'intérieur, il y a des toutes petites oscillations comme ça qui sont des tout petits tremblements de terre, mais vraiment tout petits, avec des magnitudes en général négatives, de l'ordre de -2. Et en fait, on appelle ces mini-tremblements de terre des tremblements de terre à basse fréquence, qui sont très difficilement observables. Mais en fait, chaque petit pic est associé à un tout petit tremblement de terre à basse fréquence. Donc voilà pour les différents types d'observations qu'on a durant ces glissements lents. Et je vais vous parler un petit peu plus de la dynamique de ces ruptures lentes. Donc tout d'abord, comment est-ce qu'on peut détecter ces événements au cours du temps? Donc les premières détections étaient faites à l'œil nu, en regardant une série temporelle GPS. On peut se dire, ah là il y a un événement transitoire, il est présent sur plusieurs stations, donc ça correspond bien à un glissement transitoire qu'on va pouvoir ensuite analyser en détail. Mais maintenant qu'on commence à avoir des enregistrements très denses sur toute la planète, il faut des outils de détection de ces événements de manière automatique. Et donc là, c'est une méthode que j'avais développée durant ma thèse, où en fait, on va comparer des modèles théoriques de ces glissements en faisant des corrélations avec les séries temporelles GPS, et ça va permettre de détecter ces événements au cours du temps. Donc là, c'est le type de courbe avec lequel on va regarder si on détecte ou non des événements. Et là, on peut voir que des événements qui sont même très faiblement émergents du bruit vont pouvoir être détectés par cette méthode qui utilise tout un ensemble de stations GPS. Il y a aussi récemment des méthodes qui font appel au machine learning pour détecter ces événements-là. Et donc en fait, il faut s'imaginer que c'est une problématique qui est assez similaire à détecter par exemple un chat ou un chien sur une image. Et donc on sait que ces méthodes de machine learning
sont très doués pour cet exercice-là. Et donc, c'est ce qu'on appelle de la reconnaissance de patterns sur une image. Et c'est en particulier très utile pour les images INSAR, où en fait, si on détecte beaucoup d'événements, on peut même, on va dire, faire une bibliothèque d'événements avec des faux événements, entre guillemets, parce on connaît un peu la théorie qu'il y a derrière, on va pouvoir entraîner un algorithme à détecter ces événements de glissement lent. Et c'est ce qui est fait dans cette étude ici, où ils entraînent un algorithme de deep learning sur plusieurs dizaines de milliers de faux événements pour ensuite aller détecter les vrais événements sur des images qui ont été acquises par les satellites INSAR. Donc ça va permettre de non seulement détecter de manière automatique les événements, mais aussi de détecter des événements qui ne seraient pas forcément visibles à l'œil nu, donc qui sont avec des niveaux de bruit assez élevés. Et une fois qu'on a détecté ces événements, on va chercher à les modéliser, donc c'est-à-dire à partir des observations de déplacement en surface de la Terre, d'essayer de retrouver quel est le déplacement sur la faille au cours du temps. Alors pour ça, on fait appel à des méthodes inverses, dont vous avez probablement vous allez entendre parler, je pense, pendant les cours ici à l'ENSG. Et donc, à partir des observations, dans ce cas-là, qui ont été enregistrées à tous les triangles rouges, on est capable de retrouver le déplacement sur la faille qui a lieu, donc ici, à une profondeur de l'ordre de 30 km. Donc ici, c'est dans l'exemple de la subduction du Mexique. Et en plus, comme on a les séries temporelles de déplacement, donc on connaît l'évolution du déplacement au cours du temps en surface, on va aussi pouvoir être capable de cartographier la dynamique du glissement sur la faille au cours du temps. Et donc ici, on voit que pendant cet événement de glissement lent de 2006, le glissement s'est initié ici et il s'est propagé tout d'abord de manière un peu isotrope, donc dans toutes les directions, et puis ensuite il s'est propagé avec une direction préférentielle, ici plus à l'est. Et donc on peut voir en général que ces gros glissements lents, ils se propagent le long des zones de subduction avec des vitesses de l'ordre de la dizaine de kilomètres par jour. C'est relativement lent, on va dire, et il peut durer plusieurs jours comme ça pour parcourir toute une zone de subduction et relâcher des énergies qui sont des fois conséquentes. Donc là, par exemple, c'est un glissement lent qui correspond à une magnitude de 7,6. Donc il y a une quantité d'énergie qui est relâchée qui est conséquente. Par ailleurs, je voulais vous parler un petit peu de comment on peut combiner les observations donc de GPS, par exemple, et de ces petits signaux sismiques dont je vous ai parlé, là, les trémors tectoniques. Et pour ça, je vous montre ici, donc ce sont des séries temporelles que j'ai reconstituées, qui sont synthétiques, c'est-à-dire qui sont fausses, en fait, à partir d'un bruit, à partir des propriétés du bruit GPS qu'on connaît bien. J'ai pu reconstituer les séries temporelles. Et donc ici, sur une durée de l'ordre de quelques années. Et donc si vous regardez ces deux séries temporelles, je pense que vous vous dites que c'est à peu près les mêmes en fait. C'est-à-dire qu'on voit ces petites oscillations qui ont une période d'à peu près 6 mois ou 1 an, et il y a cet événement transitoire qui dure ici à peu près 4 à 5 ans. Et c'est dans les deux cas la même chose. Sauf qu'en réalité, ce qu'il y a à l'intérieur de ces séries temporelles est assez différent. Donc sur la série temporelle du haut, c'est une succession de petits glissements qui sont très courts, qui durent à chaque fois 1 jour. Donc en fait, sur la durée totale des 4 ans, le glissement dans la faille, il a une période de 10 jours, alors que dans l'autre cas, c'est un glissement qui est continu pendant les 4 ans. Et donc la durée du glissement est de la totalité des 4 ans de l'événement transitoire. Et donc, vous comprenez que dans ces deux cas, la dynamique du glissement est vraiment différente. Et c'est très important pour mieux comprendre, en particulier les
les changements de contraintes associés à ces glissements lents, de bien comprendre la dynamique de ces glissements lents. Et donc, ici, je veux vous montrer qu'en fait, les mesures de géodésie, donc de GPS, qui mesurent la déformation du sol, elles sont très importantes pour mesurer ce saut ici, donc qui correspond à la quantité d'énergie totale qui va être relâchée pendant un glissement lent. Mais les petits signaux de trémors tectoniques, qui eux relâchent très peu d'énergie, mais par contre, on est capable de très bien observer au cours du temps, vont nous donner une information sur la dynamique du glissement lent. Qu'est-ce qu'on est dans un cas comme ça, ou dans un cas comme ça, où le glissement est continu au cours du temps. Et donc, une application de cette méthode sur un glissement lent qui a eu lieu en Alaska, ici, dans cette zone-là. Donc, tout d'abord, on est en Alaska, où il y a eu ici, en 1964, il y a eu le deuxième plus gros séisme jamais enregistré de toute l'histoire des enregistrements des séismes, avec une magnitude de 9,2. Il a rompu plus de 1000 km de subduction, donc vous imaginez la quantité d'énergie qui a été relâchée pendant ce glissement lent, pendant ce gros séisme, pardon. Et avec les observations de GPS récentes, on se rend compte qu'à la base de cette zone qui est à l'heure actuelle bloquée, il y a des glissements lents qui potentiellement peuvent interagir avec cette zone qui est bloquée et qui a déjà rompu par le passé par des séismes très dévastateurs. Et donc, si on regarde des séries temporelles GPS à ce niveau-là, on voit qu'il y a des événements transitoires, comme par exemple ici de 2009 à 2014, où il y a cet événement transitoire qui dure 5 ans. Mais il y a aussi ces observations de petits signaux sismiques, donc les trémors tectoniques, qui sont localisés ici au même endroit que le glissement lent qui est en rouge. Par contre, on voit qu'au cours du temps, c'est très intermittent, c'est pas du tout continu. Et en fait, en analysant en détail la série temporelle GPS, ce qui est représenté ici, on se rend compte que en fait, le déplacement cumulé pendant les événements de trémors, il a donc une pente qui est beaucoup plus importante qu'entre les trémors. Et ça montre qu'en fait, le glissement, pendant ces 5 ans, il n'est pas du tout linéaire, comme on pourrait le penser en regardant que les GPS, mais en fait, il est fait d'accélération quand il y a ces petits signaux sismiques. Et donc, c'est très important de comprendre ça pour mieux comprendre quand est-ce que le glissement pourrait interagir avec la zone bloquée juste au-dessus, qui pourrait déclencher un grand séisme. Donc voilà pour ce qui est de la dynamique de ces ruptures lentes. Ensuite, je vais parler de quelques propriétés génériques. Donc ça fait maintenant une vingtaine d'années qu'on observe ces tremblements de terre silencieux un peu partout autour du globe, mais essentiellement le long de la ceinture de feu du Pacifique. Vous pouvez voir qu'ils ont été observés sur la plupart des zones de subduction, en Nouvelle-Zélande, au Japon, mais aussi donc en Alaska, au niveau de la subduction des cascades aux États-Unis, au Mexique, au Costa Rica. Il y a les tout premiers SSE glissements lents qui sont observés maintenant au Chili. Mais donc, comme je vous ai montré dans la présentation, ils sont aussi observés sur des failles décrochantes, donc par exemple en Turquie, qui n'est pas représenté sur cette carte, mais sur plusieurs grandes failles décrochantes. Et une des observations qui est relativement systématique associée à ces glissements lents et qu'on observe avec des images de tomographie. Donc la tomographie, c'est une méthode qui permet de voir quelle est la vitesse des ondes à l'intérieur de la Terre. On peut le faire avec les ondes P, avec les ondes S. Et il y a une observation importante qui est quand on regarde le ratio entre les ondes P et S. Quand on a des anomalies positives, comme c'est le cas ici, ça veut dire qu'il y a une pression de port très importante, donc il y a des fluides qui sont relâchés à ce niveau-là. Et donc ici sont représentés aussi en rouge les trémors tectoniques, donc les petits signaux sismiques. Et vous pouvez voir que donc, cette zone où il y a une anomalie forte de pression de port correspond à la zone où on observe ces glissements lents, ainsi que les petits signaux sismiques. Et c'est une observation qui est faite pour la plupart des zones de subduction où on observe ces glissements lents transitoires.
Par ailleurs, maintenant qu'on a observé environ une centaine de tremblements de terre silencieux à travers le monde, on peut commencer à faire des statistiques, regarder un peu, les comparer entre différentes régions pour extraire des propriétés un peu systématiques de ces événements. Et une chose qu'on peut regarder, c'est la durée des événements par rapport à leur temps de récurrence. Et donc ce qu'on voit sur cette figure, c'est qu'en fait, quand les événements sont très courts, qui durent un jour à 10 jours, leur temps de récurrence va être aussi relativement court, de l'ordre de la centaine de jours. Les événements sont très longs, et leur temps de récurrence va être beaucoup plus long aussi, donc il y a une sorte de relation linéaire entre ces deux paramètres. C'est quelque chose qu'on peut comprendre relativement simplement, c'est-à-dire que en fait, si les événements sont courts, ils vont relâcher moins d'énergie, donc ils vont se produire de manière plus fréquente. Et quand ils sont plus gros, ils vont relâcher plus d'énergie. Donc pour réaccumuler cette énergie, il va falloir attendre plus longtemps pour que le suivant se produise. Et donc, une autre observation qu'on peut regarder, c'est le moment de ces événements. Donc, le moment, c'est l'énergie relâchée par ces événements par rapport à leur durée. Donc là, il y a beaucoup de choses sur cette figure, mais ici sont représentés les tremblements de terre classiques. Et ici, il faut surtout regarder les points rouges et jaunes qui représentent donc les glissements lents transitoires. Et en fait, on voit que avant une magnitude de l'ordre de 5,5, ils ont plutôt l'air de suivre cette courbe ici en marron, alors que pour des magnitudes plus élevées, il semblerait que la pente soit plus élevée. Et une façon d'expliquer cette différence de pente avec des modèles théoriques, c'est de s'intéresser à la propagation de ces glissements, et donc avec des lois de mécanique, de déformation mécanique, on est capable de retrouver qu'en fait, si un petit glissement il se propage dans toutes les directions, on va retrouver ce moment proportionnel à sa durée au cube, donc ce qui correspond à ça. Par contre, quand les glissements deviennent très gros, ils vont se propager plus que dans deux directions, de part et d'autre, mais en fait, ils ont finalement saturé toute la zone sur laquelle ils peuvent rompre avec la profondeur, et ils vont se propager uniquement latéralement. Et dans ce cas-là, on va retrouver, grâce à des théories, que le moment est proportionnel à la durée. Donc ça, c'est une observation qui est bien expliquée avec des modèles théoriques. Donc je vais faire quelques conclusions et puis aussi un peu des perspectives par rapport à l'étude de ces glissements lents transitoires. Donc comme je vous l'ai montré, les glissements lents transitoires sont observés sur une grande partie à la fois des zones de subduction, mais aussi des failles décrochantes sur le globe depuis une vingtaine d'années. Donc c'est des observations qui sont quand même très récentes. Il faut que vous en ayez conscience. Et du coup, il y a finalement très peu de glissements lents qui sont observés, parce qu'en général, les gros glissements lents, c'est des temps de récurrence de plusieurs années. Donc, il y a certaines zones où on n'en a observé que 3 ou 4. Donc il faudra des enregistrements beaucoup plus longs pour comprendre en détail ces glissements lents. Et ils ont un rôle crucial dans la redistribution des contraintes. C'est-à-dire que quand un glissement lent a lieu, il va produire une augmentation de contraintes aux alentours, et en particulier dans les zones bloquées, où il peut y avoir des gros séismes dans le futur. Donc c'est pour ça que c'est en particulier important d'étudier ces glissements lents, pour mieux comprendre la phase de préparation des grands séismes. Et donc il y a plusieurs choses qui restent à faire dans le futur. Donc, comme je vous disais, il n'y a qu'un petit nombre d'événements qui ont été observés par contexte tectonique. Et donc, il y a deux choses qui vont devoir être faites. Donc, tout d'abord, déployer de nouveaux instruments d'observation, et en particulier au fond des mers. Donc ça, c'est très coûteux en temps, parce qu'il faut aller installer des GPS au fond des mers, donc à plusieurs kilomètres de profondeur au niveau des zones de subduction. Mais il y a beaucoup de développement qui est fait en cette direction, en particulier au Japon et actuellement aux États-Unis.
Donc c'est aussi très coûteux financièrement parce qu'on doit aller déposer les GPS au fond. Et en fait, comme le signal acoustique il ne va que jusqu'à la surface de l'océan, il faut des bateaux qui vont aller au-dessus de ces balises pour enregistrer le signal et faire le lien avec les satellites qui sont autour de la Terre. Et donc, voilà, c'est des mesures qui sont aussi moins précises que sur Terre, mais qui sont très importantes parce qu'elles permettent de savoir ce qui se passe proche de la fosse de subduction, donc dans des zones où potentiellement qui pourraient rompre et produire des tsunamis qui peuvent être dévastateurs. Donc c'est la première chose, il faut installer beaucoup plus d'instruments, aussi dans des pays en développement, comme par exemple en Amérique latine, où les réseaux de GPS sont vraiment pas très denses à l'heure actuelle par rapport au Japon par exemple. Et ensuite, l'autre chose qu'on peut faire, c'est de développer des algorithmes qui permettent de détecter automatiquement ces événements et aussi de détecter des événements plus petits que ce qu'on pourrait voir à l'œil nu, dont je vous ai un petit peu parlé dans l'exposé. Donc ça, il y a beaucoup de recherche qui est faite dans cette direction. Ensuite, il y a tout un aspect de modélisation des processus physiques pendant ces glissements lents, donc je n'ai pas vraiment eu le temps de vous parler. Mais en fait, ces glissements lents, comme je vous ai dit, ils ont lieu au niveau de zones où la pression de corps est relativement élevée. Donc ça a un impact sur les caractéristiques de ces glissements lents, sur pourquoi ils se propagent si lentement par rapport aux glissements classiques, par exemple. Il y a aussi des phénomènes viscoélastiques, parce qu'en général, ils ont lieu à des profondeurs de l'ordre de 30 km, où on est à l'interface entre la croûte cassante et le manteau plus ductile, où les effets visqueux commencent à être importants. Donc ces deux effets peuvent avoir des interactions et agir lors de ces glissements lents. Et enfin, il va falloir mieux comprendre les interactions entre les glissements longs et les grands séismes. Mais pour ça, on n'a que 4 ou 5 observations à l'heure actuelle, donc c'est évidemment pas suffisant pour bien comprendre. Il y a beaucoup de grands séismes pour lesquels on n'observe pas ces glissements lents. Donc là, c'est quelque chose qui est vraiment très nouveau et qu'on va probablement beaucoup mieux comprendre dans les décennies à venir. Voilà, et je souhaitais finir un peu sur un aspect un peu plus général de la vie de chercheur, en fait, en géophysique en pratique. Donc, qu'est-ce qu'on fait en gros au jour le jour quand on est chercheur? Donc, il y a un peu plusieurs aspects. Donc, quand on est chercheur en géophysique, en pratique, on fait pas mal de programmation informatique. Donc, à la fois pour faire du traitement de données, faire des algorithmes, par exemple, comme je vous ai montré, pour détecter ces événements de manière automatique. Il y a aussi de la modélisation numérique pour essayer de mieux comprendre les processus physiques. Donc voilà, si vous faites de la recherche en géologie, bon, ce sera probablement moins de programmation, mais plus d'analyse de roches, par exemple, donc d'analyse en laboratoire, de géochimie. Après, donc, il y a toute une partie qui consiste à encadrer les étudiants. Quand on est chercheur, on passe beaucoup de temps à encadrer les étudiants en master, donc ils font leur stage à la fois en master 1, comme je pense que vous devrez faire bientôt ici. Et aussi les étudiants en thèse qui s'engagent pour faire une thèse en 3 ans. Et parfois, donc, on collabore aussi avec les post-doctorants qui sont là avant qu'ils aient un travail permanent. Ensuite, il y a tout un aspect de dissémination des résultats. Donc pour ça, les principaux canaux sont de participer à des congrès. C'est-à-dire c'est des grandes réunions où tous les chercheurs se réunissent et ils discutent un peu de leurs analyses récentes, de leurs résultats, ils confrontent leurs idées. Donc des fois il y a des débats assez douleux, mais ça fait partie de la science. Et l'autre aspect est la rédaction d'articles. Donc on va rédiger des articles qu'on va soumettre à des journaux qui vont être relus par d'autres scientifiques du domaine qui n'ont pas fait cette analyse pour essayer de valider l'article avant qu'il soit publié. Et donc oui, aussi pour ces congrès, il y a vraiment différentes échelles. Des fois, c'est des congrès internationaux. Il peut y avoir plusieurs dizaines de milliers de participants. Ou alors des groupes de recherche sur un thème très précis où on se retrouve pendant une semaine
à 30 personnes pour parler d'un sujet vraiment détaillé. Il y a un travail de terrain, donc en géophysique, ça va être essentiellement associé à l'installation et au maintien des différents instruments de mesure pour enregistrer nos différents signaux. Il y a aussi une grosse partie qui consiste à écrire des projets pour financer notre recherche. Donc ça veut dire pour financer tout le reste en fait. Donc pour ça, on va écrire des projets aux différents appels à projets qui peuvent être à l'échelle nationale, à l'échelle européenne, ou parfois entre collaborations entre différents pays. Et donc là, ça va nous permettre de financer souvent les étudiants en thèse, les postdoctorants, mais aussi les voyages aux différents congrès, et puis par exemple l'achat de nouveaux instruments qu'on souhaite déployer. Donc ça, c'est quelque chose qui prend pas mal de temps. Et enfin, il y a toute une partie que j'ai appelée vie collective, mais c'est de participer en fait aux activités de la communauté scientifique. Parce qu'on ne fait pas de la recherche juste dans notre coin, c'est vraiment une interaction entre plein de chercheurs d'une même communauté qui s'intéressent aux mêmes objets. Et donc là, il y a la relecture des articles que les autres chercheurs ont écrits. C'est quelque chose qu'on fait plusieurs fois par an. Et il y a aussi donc, la participation à des comités. Donc, ça peut être des comités, par exemple, quand un étudiant va soutenir sa thèse, nous, en tant que chercheur, on va aller juger la thèse de l'étudiant. Mais ça peut être aussi des jurys, par exemple, quand les gens candidatent à des concours, CNRS ou maîtres de conférences, les chercheurs vont aller du coup juger ces candidats. Et enfin, il y a toute la vie du laboratoire, donc c'est-à-dire organiser les séminaires, mais aussi potentiellement durant la carrière participer à la direction du laboratoire, ce genre de choses donc, qui évoluent au cours de la carrière d'un chercheur. Voilà, je crois que j'ai fini et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, alors ça, je sais que c'est un peu complexe à comprendre. En fait, ce qu'on appelle les tremblements de terre silencieux, c'est ces grands glissements lents. Donc, le glissement va durer quelques jours à plusieurs mois. Et en fait, pendant ces glissements qui durent des périodes très longues, donc en fait, ils vont pas générer des ondes très importantes qui vont faire vraiment vibrer le sol qu'on va pouvoir ressentir, mais ils génèrent des tout petits signaux sismiques qui peuvent quand même être observés par des capteurs. Et donc en fait, ces trémors, ils ont lieu pendant ces glissements lents. Donc il y a le glissement lent et il y a ces petits événements qui ont lieu au milieu. Mais quand on regarde en termes de bilan d'énergie, l'énergie sismique donc associée à ces trémors, elle est négligeable pendant un tremblement de terre silencieux, c'est 0,01%, alors que pendant un séisme classique, c'est que de l'énergie sismique, donc c'est 100% du glissement qui est sismique. C'est pour ça qu'on distingue les gros séismes qui peuvent avoir des magnitudes supérieures à 7 et qui vont glisser en quelques secondes, et ces glissements lents qui vont durer quelques jours à plusieurs mois, et qui peuvent quand même contenir ces mini-signaux sismiques qui sont difficiles à détecter. Est-ce que les glissements lents, on peut les observer aux limites de plaques, ou on peut les observer aussi infrarouges? C'est une bonne question. À ma connaissance, ils ont été observés uniquement à la limite des plaques. Donc c'est vraiment dans des zones où il y a beaucoup de déformation qui est relâchée. Mais par contre, c'est pas exclu qu'il y en ait des petits en domaine intraplaque.
Et je pense à un contexte en particulier qui est l'exploration géothermique, donc, comme c'est le cas en Alsace, où on va injecter des fluides à environ 3 km de profondeur pour les réchauffer avant qu'ils soient utilisés ensuite par des turbines pour faire de l'électricité. Et quand on envoie ces fluides sous pression au niveau de failles, ça va créer de la sismicité. Et en fait, il y a des indices indirects qui semblent montrer qu'il y a ces glissements lents qui ont lieu, mais on n'est pas encore capable de les observer directement. Et ça, c'est un des aspects de ma recherche à Strasbourg, c'est d'essayer de développer ou d'installer de nouveaux instruments pour aller voir si on est capable d'observer ces glissements lents dans ces contextes-là, et potentiellement de mieux comprendre le lien entre ces glissements lents et les séismes qui, à Strasbourg, ont fait trembler la ville en 2019. Donc dans des cas où ce sera important de bien monitorer tout le processus en fait. Donc en fait, il y a des évidences que ça se passe, toujours associé à la présence de fluides, mais il n'y a pas d'observation vraiment franche et directe encore à l'heure actuelle. Oui. Est-ce que vous travaillez sur les causes de ces chimiques, des compositions, Oui, bien sûr. Donc là, je vous ai surtout parlé des observations, parce que moi, ma recherche elle est plutôt portée sur l'aspect vraiment observation. Il y a tout un pan de la communauté qui s'intéresse aux causes de ces glissements-là, donc à la fois chimiques. Et en fait, par exemple, sur les failles décrochantes continentales, on peut aller sur la faille et vraiment extraire des échantillons et les analyser. C'est très clair qu'il y a une différence entre les zones qui vont se bloquer et les zones qui vont glisser lentement. Et en particulier, il y a des minéraux de type talc, par exemple, ou serpentine, qui sont des phyllosilicates qui vont favoriser la genèse et la propagation de ces glissements-là. Et ça, donc il y a tout un aspect plutôt vraiment de géologie pour essayer de comprendre ces glissements là où ils ont lieu. Et ensuite, je vais dire que l'autre aspect pour comprendre la cause, c'est un aspect de modélisation numérique. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des modèles assez complexes de cycles sismiques où il va y avoir beaucoup d'ingrédients à l'intérieur, des lois de friction, et puis potentiellement des rhéologies pas élastiques, donc de la poroélasticité, de la viscoélasticité. Et dans ces modèles, ils vont être capables de générer des glissements lents et ils vont essayer de reproduire au mieux les propriétés génériques dont j'ai parlé un peu plus tôt, donc d'être capable de reproduire les bonnes durées, les bons temps de récurrence, les bonnes magnitudes, etc. Donc il y a un peu ces deux aspects pour vraiment comprendre les causes de ces glissements. Oui. le travail du terrain, ça veut dire quelle proportion de temps travail? Alors ça dépend beaucoup des chercheurs en fait. Moi en ce qui me concerne très peu. Mais c'est vraiment un choix personnel. C'est-à-dire que j'ai plutôt une recherche qui est axée sur vraiment ce qui se passe après, donc le traitement des données, l'analyse. Et donc là, il y a certains chercheurs qui vont passer un tiers de leur temps sur le terrain en géologie à vraiment aller chercher des échantillons et en géophysique à aller entretenir les réseaux ou déployer de nouvelles stations. En fait, quand on est chercheur, vous connaissez sûrement les maîtres de conférences et les chercheurs sénat, donc maître de conférence qui va donner des cours à l'université. Le chercheur, il a tout son temps associé à la recherche, mais on a aussi dans les laboratoires ce qu'on appelle des physiciens, CNAP. Et on peut candidater à des concours de physiciens. Et un physicien, lui, c'est écrit dans sa fiche de poste, en fait, il a un tiers de temps où il doit faire de l'enseignement, un tiers de temps de la recherche, et un tiers de temps du maintien d'instruments qui sont déployés sur le terrain. Donc le physicien, lui, est rattaché en général à un observatoire. Donc voilà, il
physiciens, eux, ils ont vraiment un temps alloué Donc ça dépend un petit peu de notre poste, en fait, et de notre volonté, parce qu'il y a des chercheurs CNRS qui sont aussi beaucoup sur le terrain. C'est vraiment un choix personnel. Oui, je crois qu'il y a une question. Oui. J'ai cru que les glissements pas très volontaires, mais c'est ceux qui sont causés par un inconnu. Donc, vraiment, il y a une conséquence entre ces volontaires. Oui, alors ce qu'on pense, ce qui se passe, c'est qu'il y a vraiment des conséquences en fait. Donc ça reste à prouver que c'est le cas dans tous les cas. Pour le moment, on l'a observé pour quelques grands tremblements de terre, mais il y a encore beaucoup de tremblements de terre. Déjà, on a peu d'observations, donc on n'est pas capable de savoir s'il se passe quelque chose autour. Mais dans les cas qu'on a observés, par exemple celui que je vous montrais au Mexique, c'est très clair qu'il y a eu un glissement lent qui s'est propagé pendant quelques semaines et il s'est propagé sur la faille, donc dans des zones où le glissement peut se propager de manière lente, donc là où il y a beaucoup de fluide, mais il est allé à la limite de là où il y a beaucoup de fluide, dans la zone où ça va glisser de manière rapide. Et en arrivant là, il a changé la contrainte au niveau de la zone bloquée, et c'est la petite étincelle qui a enclenché le tremblement de terre, enfin, le glissement très rapide qui a causé le tremblement de terre. Donc il y a vraiment une conséquence qui est liée au changement de contrainte associé à ces glissements-là, qui se propagent et qui peuvent se propager dans la zone sismogénique, comme on l'appelle, qui génère les glissements rapides. Ouais. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'un chercheur va travailler sur un domaine, sur une problématique plutôt que l'autre? Alors, c'est une bonne question. Donc déjà, en général, on fait une thèse dans un domaine précis. Donc là, ceux d'entre vous qui voudront faire une thèse, ils iront contacter, déjà par affinité et puis par intérêt, ils iront contacter différents chercheurs en voyant un petit peu quelles sont les thèses disponibles dans les différents domaines. Et donc là, déjà, le choix d'une thèse, c'est un choix qui est très important, parce qu'en général, ça dirige une bonne partie de la carrière future. Parce qu'on passe 3 ans de sa vie sur un domaine très précis. En général, la plupart des chercheurs vont rester globalement dans ce domaine-là, qui peut s'élargir évidemment, mais quand même dans des domaines assez rapprochés. Et donc, je pense que pour ça, c'est vrai que le choix en master, d'aller voir un peu les différents axes de recherche, de se poser des questions à ce moment-là, il est assez important. Je pense que c'est assez important. Après, donc ensuite, quand on candidate en tant que chercheur ou maître de conférence, on écrit un projet de recherche. Et donc là, on va définir en gros un projet qu'on souhaite développer pendant les années à venir. Et donc là-dedans, c'est un peu nous qui mettons les ingrédients qu'on a envie de développer. Donc on peut décider de faire des ponts avec d'autres domaines. Par exemple, avec certains domaines de l'informatique, on se dit ça pourrait aider les analyses, alors je vais essayer de développer tel aspect. Et donc là, c'est un choix personnel de développer ça. Et après, au cours de la carrière, on est embauché en tant que chercheur. Donc rien ne nous empêche. Moi, si demain j'ai envie de faire une analyse en sociologie, j'ai le droit en fait. Et je peux aller publier un article de sociologie, ça arrive de temps en temps. Et je peux complètement changer de branche. C'est possible, mais c'est assez rare en fait. Donc, c'est surtout en début de carrière, je dirais que ça va vraiment diriger la recherche future. Oui. Est-ce que les financements sont pas retrouvés et qui finance c'est des organismes publics dans la plupart des cas. Donc, en France, on a l'ANR, c'est l'Agence nationale de la recherche, qui a un budget qui est alloué chaque année en fait. Elle va dire pour les sciences de la Terre, j'alloue telle enveloppe budgétaire. Et donc nous, en tant que chercheurs, on écrit un projet. Et en fonction des différents appels à projets, par exemple, quand on est jeune chercheur et qu'on veut un gros projet à l'ANR, on sait que si on soumet un projet, il y a à peu près 20% des projets qui sont financés. Donc c'est déjà pas mal parce qu'on peut candidater plusieurs années de suite et donc on augmente un peu les chances. Ça c'est juste à l'ANR. Après il y a des petits projets. Donc il y a vraiment différentes tailles de projets auxquels on peut candidater. Il y en a qui sont plus faciles à obtenir.
Il y a des gros projets énormes européens là, qui sont très compétitifs et c'est beaucoup d'argent, donc c'est pour le coup beaucoup plus difficile à obtenir. Donc voilà, je dirais qu'il y a quand même de l'argent qui est disponible, mais voilà, il faut faire cet effort d'aller écrire des projets et il y a quand même, c'est possible d'avoir des financements. Et il y a aussi des possibilités de partenariat avec des entreprises privées. Donc il y a pas mal de chercheurs qui ont des liens. Par exemple, il y a des bourses de thèse qu'on appelle CIFRE, qui sont financées par des entreprises privées. Et qui sont en général entre un laboratoire de recherche et une entreprise. Il peut y avoir un accord, comme quoi l'étudiant doit faire une thèse, mais ensuite va être embauché par la boîte, parce que l'entreprise a envie d'avoir des profils de personnes qui savent vraiment aller dans le fond des choses, de développer des méthodes, et ce qui sera avantageux pour les entreprises plus tard. Donc il y a aussi ce lien recherche privée qui est quand même assez important. Ouais. Est-ce qu'il y a des différences d'activité des chercheurs entre les États-Unis et la France? Alors c'est une bonne question. Je ne dirais pas qu'entre les États-Unis et la France il y a une différence. Je ferais plutôt une distinction entre pays en développement et pays développés. Où là, pour le coup, il y a des grosses différences de financement et aussi d'éducation. Donc, dans des pays en développement, par exemple en Amérique latine, où c'est très important pour eux d'avoir ces études-là qui sont faites parce qu'ils sont directement concernés par le risque sismique. Il y a beaucoup de problématiques associées à trouver des financements, mais aussi à former des experts dans ces domaines, en fait, parce que toute la structure n'est pas vraiment en place. Donc eux, en général, ils vont être un ou deux chercheurs et ils vont essayer avant tout d'installer des stations et de les maintenir. Ça va être une grosse partie de leur travail. Donc ils ne vont pas forcément avoir le temps de faire tout le travail qu'il va y avoir en aval, de faire des modèles numériques et des analyses assez poussées des données. Alors qu'aux États-Unis, en Europe, on est beaucoup plus nombreux, donc on a beaucoup plus de temps pour aller faire des analyses très poussées. Mais sinon, entre les États-Unis, Europe, Japon, c'est très similaire. Il y a beaucoup d'interactions entre les pays, par contre. Oui. Avec les moyens que nous disposons aujourd'hui, quel est le degré de précision pour prédire un séisme? Pour prévenir, c'est une très bonne question. Et à l'heure actuelle, il est, pour ainsi dire, de zéro. On est incapable de prédire un séisme à l'heure actuelle, en fait. Mais vous avez un intervalle de temps parce que, vu que la détermination d'un séisme est basée, la probabilité est basée sur l'accumulation de l'énergie entre les plans. Oui. Et c'est la mesure de l'énergie. C'est en fonction de cette énergie-là qu'on peut supposer que durant cette période, il peut y avoir un séisme dans cette zone-là. Est-ce qu'il n'y a pas un intervalle de temps dans laquelle on peut... Oui, c'est un bon point. En fait, ce qu'on sait faire et qu'on ne savait pas faire il y a une trentaine d'années, c'est de savoir où vont avoir lieu les séismes, où vont avoir lieu les gros séismes. Donc avec ces cartes de couplage dont je parlais au début, on sait qu'il y a une zone bloquée qui accumule de l'énergie et on sait depuis quand elle en accumule. Donc, comme tu dis, au premier ordre, on pourrait faire une sorte de prédiction très simpliste en disant le séisme a eu lieu à cette date et donc il faut tant de temps pour réaccumuler l'énergie et donc le prochain aura lieu à telle date. Donc en pratique, c'est beaucoup plus complexe et surtout on n'a pas assez de recul sur ces cycles sismiques parce que ces cartes, on les fait que depuis une vingtaine d'années, alors que le cycle sismique pour les gros séismes, c'est des cycles de l'ordre de la centaine d'années. Donc je pense qu'il y a de l'espoir que dans plusieurs décennies, on saura avoir de meilleures probabilités pour prédire un petit peu en temps quand est-ce que va avoir lieu un séisme. Mais à l'heure actuelle, on est incapable de dire quand est-ce que ça va rendre. Mais on est capable de savoir où, ce qui est déjà un gros avantage. Et potentiellement, avec ces glissements lents dans les zones où il y en a beaucoup, on pourra peut-être dire que la probabilité d'un séisme augmente quand il y a un glissement lent ou ce genre d'informations. Une autre question.
C'est concernant les mesures, les différentes mesures de glissement, quelles sont les limites, quelles sont les limites de chaque mesure. Et je suppose que durant vos recherches, vous avez eu à combiner certaines mesures. Donc, pour les combiner, il faut d'abord avoir une idée sur les limites. Oui, alors chaque instrument a ses limites. Déjà, ses limites propres de capacité d'observation de déplacement du sol. Par exemple, le GPS, on est de l'ordre du millimètre. Les mesures satellitaires INSAR, c'est plutôt de l'ordre du centimètre. Donc ça, voilà, c'est une limite intrinsèque aux méthodes. Les cryptméteurs, on va mesurer ce qui se passe très très proche de la faille. Sauf que si le glissement est un peu plus profond, on va le louper. Donc je dirais que oui, vraiment chaque méthode a ses limites, mais c'est complémentaire. Et en particulier, ce qui est très complémentaire et que j'ai essayé de montrer un peu, c'est d'avoir cette information des petits signaux sismiques qui, eux, ne vont pas relâcher d'énergie, mais ils nous donnent une information sur la temporalité. Quand est-ce qu'il va y avoir une augmentation du glissement. Et donc on peut combiner ces petites observations de signaux sismiques et des GPS, par exemple, donc pour avoir une meilleure compréhension de la propagation du glissement. Et oui, il y a par exemple, au Japon, il y a beaucoup d'instruments et c'est courant qu'on combine les mesures d'inclinomètre et de GPS pour aller modéliser le glissement. Parce qu'en fait, le GPS, il est vraiment sensible au déplacement, alors que l'inclinomètre, il est sensible à la dérivée du déplacement. Et donc, ça va fournir des informations complémentaires. Oui. Alors, oui, en fait, en tant que chercheur, on doit pas mal voyager autour du monde, à la fois pour aller soit installer des instruments, etc., mais aussi pour les conférences. Donc moi, par exemple, au cours de ma carrière, j'ai passé, aux États-Unis, j'ai passé presque 5 ans au total parce que je suis vraiment resté là-bas. Mais sinon, j'ai passé des semaines au Mexique, au Japon, en Turquie. Donc oui, on est vraiment amené à voyager et à collaborer avec des chercheurs du monde entier. Ça, c'est un des avantages de ce métier. Ouais. Comment il est réalisé le traitement des données, justement, des petits signaux sismiques de demain? Pour les trémors. Alors, je me rends pas compte à quel point vous êtes spécialiste en sismologie, mais en gros, on regarde en général les informations importantes pour les détecter, c'est le contenu fréquentiel. Donc, on va faire des spectrogrammes et ils sont présents dans une bande de fréquences assez particulière, entre 1 et 10 Hz. Et donc, c'est une des méthodes les plus classiques pour les détecter. Et ensuite, une fois qu'ils sont détectés, on va pouvoir essayer d'aller les localiser. Mais c'est très compliqué de localiser ces signaux par rapport au séisme classique. Parce que les séismes classiques, on voit les arrivées des ondes P et S. Donc, si on voit ces arrivées à plusieurs stations, un peu par, on va dire, connaissant la vitesse de propagation des ondes et le réseau de stations, on va pouvoir avoir une localisation précise. Mais ces trémors, ils n'ont pas d'arrivée franche pour P et S. C'est juste un signal émergent. Et donc, c'est très difficile à localiser. Donc, voilà, on est obligé de faire des hypothèses. C'est pour ça qu'on les analyse. Oui. Donc vous avez dit que vous aviez fait un post-doctorat. Concrètement, ça consiste en quoi? C'est un approfondissement de la thèse? Oui, c'est une bonne question. Alors en fait, je dirais que la différence principale, c'est qu'en thèse, on a vraiment un encadrant et on est dirigé dans nos recherches. C'est pas nous qui décidons de ce qu'on doit faire au jour le jour. Donc le sujet a été écrit par des chercheurs et donc même si évidemment on discute avec eux et on peut proposer nos avis ou proposer des fois faire des choses un peu différentes de ce qui nous a été demandé de faire. Et quand on commence en post-doctorat, je dirais que c'est vraiment la transition vers l'autonomie. En doctorat, en général, on a donc des financements qui viennent d'un chercheur, ou alors nous, on peut aussi candidater à des bourses pour avoir notre propre financement de post-doctorat.
mais on va faire notre propre projet. C'est-à-dire que même si on est en collaboration avec un chercheur, en général, on échange comme des collègues. Et donc là, c'est vraiment un apprentissage de l'indépendance pour réussir à mener un projet de A à Z bien en recherche, depuis la conception jusqu'au traitement de données, écrire un article. Voilà, juste en collaboration, mais sans être complètement encadré par un chercheur. Ouais. Du coup, vous enchaînez des CDD. Bah, moi, en pratique, j'en ai fait qu'un de 4 ans. Enfin, non, j'en ai fait un deuxième petit à Grenoble ensuite, mais qui a duré que quelques mois, parce que j'avais déjà le poste au CNRS. Ça dépend des gens, mais oui, en général, c'est des petits contrats de 2-3 ans, et ça arrive d'en enchaîner quelques-uns. Ouais. Ouais. Oui. Ouais, alors là, le lien entre la conception des instruments de mesure et les intérêts des chercheurs, je pense qu'il y a vraiment il y a des interactions très fortes entre, par exemple, certaines entreprises qui vont développer, par exemple, des récepteurs GPS et les chercheurs. Donc il y a des va-et-vient. Il y a aussi dans les laboratoires pour des nouveaux instruments des ingénieurs. Donc ça, c'est un métier que vous pouvez aussi faire et candidater. Donc l'ingénieur, lui, il a vraiment le rôle de développer des méthodes ou de développer des instruments. Et donc, il n'est pas rare qu'il y ait des nouveaux instruments qui sortent des laboratoires de recherche et qui, par la suite, vont pouvoir, de temps en temps, être vendus par des entreprises privées s'il y a un potentiel bénéfice. Et donc, il y a vraiment ce lien entre ingénieurs et chercheurs qui est très important dans les laboratoires. Les ingénieurs, en fait, eux, ils ne vont pas écrire les articles et demander de l'argent, mais ils ont un travail très pratique. Voilà, ceux qui ont bien touché au jour le jour des différents outils ou développer des choses, ils ont un rôle très important dans les laboratoires. Et ça, on va s'arrêter là. Juste une petite précision pour rebondir sur deux questions qui m'ont été posées. La semaine prochaine, je vais vous soutenir les ingénieurs de recherche. Donc, il va vous présenter d'autres aspects de la recherche, notamment le développement analytique. Et je crois que c'est début décembre, le 15 décembre, c'est nous et physicienne CNAP. Et donc, elle a une tâche d'observation qu'elle vous présentera aussi. Voyager dans les Caraïbes, notamment. Et je crois qu'elle a travaillé